on arrive tout de suite à un moment très important. Cher Luc, ben oui, c'est un moment très important. Luc Ferry va nous parler du sens et du rapport au travail. On va applaudir très très fort Luc Ferry. Ben ici alors, c'est très bien. Oui, oui, je vous laisse. Prenez la place. On a de la place. Le micro est à vous. Alors, il est question de communication. Comment présenter Luc Ferry? Une facilité de l'esprit consisterait à aller égrener tout un tas de titres, à commencer par celui que tout le monde connaît, l'ancien ministre. Mais puisqu'il est question de communication, c'est sur la communication que moi j'aimerais m'y adosser. Quel est le bon médecin? Quel est le bon mécanicien? Quel est le bon RH? Et celui qui, au-delà des compétences techniques qu'il possède, va être dans la capacité de pouvoir les restituer, les donner, les communiquer. Quel est le meilleur professeur? C'est pas celui qui reste dans sa tour d'ivoire et qui, comme dans une certaine époque, eh bien, se plaisait à rendre complètement inaccessible sa docte érudition. C'est celui qui va s'appliquer à la transmettre, à la communiquer, et dans une certaine forme de démarche qui confine à une certaine générosité, à la donner. C'est en cela qu'un professeur devient génial, a un supplément de génie. Il y en a eu un certain nombre, des générations, Jean-Louis Vernant, Jacqueline de Romilly, Lucien Gerfagnon. Eh bien, moi, je considère que, bien plus que le titre d'ancien ministre de l'Éducation, celui qui correspond davantage à Luc Ferry, conformément à l'ouvrage qui figure juste à côté ici, c'est celui de professeur qui partage et qui sait, par conséquent, communiquer comme on s'est appliqué à le réclamer à corps et à cri aujourd'hui. À vous la parole, Luc. Merci, mon ami, c'est très gentil à vous. Je ne vais pas parler très longtemps, juste quelques idées pour lancer le débat. D'ailleurs, si tu veux, mon cher Jérôme, on pourra peut-être rebondir dessus. Très rapidement, l'histoire et la philosophie du travail, c'est absolument passionnant. Je vous en dis juste un mot. J'ai énormément écrit là-dessus, mais je vais faire, comme on dit chez moi, je vais faire tenir la dinde dans le marron. Très intéressant de voir que pendant toute l'histoire de la féodalité, du monde grec, du monde aristocratique, l'aristocrate se définit comme celui qui ne travaille pas. Il s'exerce, mais il ne travaille jamais. Il a des gens pour ça. Il a des domestiques, il a des esclaves, il a des serfs, peu importe comment on les appelle. Mais l'aristocrate ne travaille pas. La première rupture avec le monde aristocratique, elle apparaît dans la parabole des talents, donc dans l'évangile de Matthieu, pour l'essentiel. Il y a un petit bout dans Luc, mais l'essentiel est dans Matthieu. Pourquoi? Parce que dans la parabole des talents, ce qu'elle va signifier, cette parabole des talents, c'est que la dignité morale d'un être humain ne dépend pas de ses talents naturels. En grec, talenta, ça désigne des pièces d'argent qui valaient très cher au départ. Mais aujourd'hui, ça désigne les dons naturels. La valeur morale d'un être humain ne dépend pas de ses talents naturels, comme dans le monde aristocratique, mais de ce qu'il en fait. Du point de vue chrétien, un trisomique 21 vaut Newton ou Einstein. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire des talents qu'on a reçus. Comme dit l'adage latin, corruptio optima... Oh là, décidément, mon latin fout le camp. La corruption des pires, la corruption des meilleurs et la pire, je vais y arriver, la corruption décidément, ouais. Corruptio optimi pessima, ça finit par revenir. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on est talentueux, si on utilise mal ses talents, si on les met au service du mal, plus c'est dangereux, plus c'est maléfique, plus c'est diabolique à la limite. Et donc la parabole des talents va rompre avec le monde aristocratique, et c'est seulement avec la Révolution française qu'on considérera qu'un être humain qui ne travaille pas, on dit un homme qui ne travaille pas, n'est pas seulement un homme pauvre, c'est un pauvre homme, c'est pas la même chose. Pas un homme pauvre parce qu'il n'a pas de salaire, mais c'est un pauvre homme parce qu'il ne se cultive pas, il ne progresse pas, il ne va pas vers le meilleur, si je puis dire, il ne progresse pas. Alors, c'est pas de ça que je voulais vous parler, mais ça, c'est l'arrière-fond. Nous, on s'est mis à valoriser le travail jusqu'à une date très récente, jusqu'à 1968, où là, il y a l'apparition des théories du RUB, du revenu universel de base, de l'allocation universelle. On entre dans un autre rapport au travail, un rapport plutôt négatif au travail. Et c'est un universitaire américain, en 2019, Anthony Klotz, qui va inventer l'expression « be quit ».
50 millions d'Américains vont dénoncer leur contrat de travail. En France, c'est difficile à évaluer, mais c'est probablement 1 million de plus en 2022, simplement en 2022. Et donc, c'est pendant la pandémie qu'il y a ce fameux Big Quit. Et je regardais là, la statistique est plus fiable. 45% des Français disent pratiquer le quiet quit, c'est-à-dire la démission tranquille. Autrement dit, je garde mon job parce que j'ai besoin du salaire à la fin du mois, mais j'en fais le moins possible. Et donc, on a ce phénomène de Big Quit qui a 50 millions d'Américains, probablement 1 million donc, par année de pandémie en France. C'est pendant la pandémie que ça s'est passé. Et donc, tous les observateurs se sont demandé pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie pour que les gens se disent « Mais alors, au fond, la formule est la bonne. Je ne veux pas perdre ma vie pour la gagner. Gagner ma vie, je m'en fous, je ne veux pas la perdre. Pourquoi ? Parce que je n'ai qu'une seule vie. La vraie vie est ailleurs que dans mon travail, donc je ne vais pas passer ma vie pour la rater. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens 50% des Français sont très contents de leur travail, donc il ne faut pas être catastrophiste du tout. Mais néanmoins, 50 millions d'Américains qui quittent leur travail et 1 million de Français par an depuis la pandémie, c'est quand même énorme. Plus les 45% de quiet quit, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai des amis dans la restauration. J'ai un ami qui dirige une grande brasserie à Paris, très sympa d'ailleurs, les Capucines. Il a 46 salariés et il me dit, j'ai beau augmenter les salaires de 15%, j'y arrive pas. Du reste, dans la loi immigration, ce qui est prévu, c'est de naturaliser, de donner des papiers à des sans-papiers, parce que les chefs d'entreprise demandent, et là, mon copain, il me dit, mais attends, sans l'immigration, je ne peux pas y arriver. Il n'y a que les étrangers qui sont d'accord pour venir travailler chez moi, parce que c'est un métier très dur, et parce que je vais vous dire, l'aménagement des horaires de travail dans une grande brasserie parisienne, c'est impossible. Parce que quand les gars qui servent, ou les serveuses ou les serveurs, ont fini de travailler pour le déjeuner à 15h, et qu'ils habitent en banlieue, entre 15h et puis 18h30, où ils vont recommencer à travailler pour le dîner, ils ne vont pas rentrer chez eux parce que c'est trop loin. Et donc, entre les deux moments, en fait, ils ne sont pas du tout aux 35 heures, ils sont aux 70 heures. Parce que ce n'est pas compté comme temps de travail, mais c'est du temps à rien. Mais c'est quand même du temps sur place où ils ne vont rien pouvoir faire de spécial. Voilà. Et donc, on a des univers. Alors, il manque 200 000 bras, enfin, 200 000 bras, comme on a 2 bras, je dirais 400 000, mais dans l'entreprise et la restauration aujourd'hui. Pareil, dans un certain nombre de métiers difficiles, celui qui vient juste après, c'est les conducteurs de poids lourds, où là, on trouve très difficilement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que je voudrais vous raconter. Tout ce que je viens de vous dire, c'est du pur bavardage. C'est maintenant que je rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique le Big Quit? Qu'est-ce qui explique que les gens se soient dit « mais la vraie vie est ailleurs et je ne veux pas perdre ma vie pour la gagner ». Il s'est passé quelque chose d'absolument majeur, c'est que, pour des raisons de fond que je vais vous raconter, on est passé des idéologies du bonheur différé, sacrificielle, aux idéologies du bonheur ici et maintenant. Pour le dire très simplement, il y a un très bon livre de Bettelheim, moi j'ai beaucoup commenté ça, ce livre de Bettelheim, quand je faisais les cours aux élèves instituteurs, le fameux livre de Bettelheim sur les contes de fées, et notamment il y a un très bon chapitre sur le conte des 3 petits cochons, qui est un conte anglais au départ, et qui est très, très affadi par Walt Disney, pardon de le dire ici, c'est pas très délicat de ma part, mais le conte anglais est beaucoup plus fort, parce que dans le conte de Disney, ça se termine bien pour les 2 premiers, on ouvre le ventre du loup, ils ressortent. Bon, dans le conte originel, les petits cochons, les 2 premiers, ils survivent pas, ils sont bouffés par le 3e qui mange le loup avec. Et ce que montre très bien Bettelheim, c'est que cette histoire des 3 petits cochons, c'est l'histoire du passage de plaisir, du principe de plaisir au principe de réalité. Autrement dit, le principe du plaisir, c'est le principe tout de suite. Le bonheur ici et maintenant, tout de suite. Le principe de réalité, c'est le bonheur après. Je travaille d'abord, je construis ma maison en dur, et après, je pourrais aller jouer, mais pas tout de suite, sinon je me fais bouffer par le loup. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le passage des idéologies du bonheur différé aux idéologies du bonheur ici et maintenant, d'où l'explosion des théories du développement personnel et de la psychologie positive, qui, dans tous les livres de psychologie positive et de développement personnel, font l'apologie du carpe diem. Ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. Fabrice Midal, Devenez narcissique. Dans son livre Devenez narcissique et sauvez votre peau, il y a un chapitre « Se sacrifier pour les autres est une très mauvaise idée ».
Et donc, on peut en discuter. C'est pas je ne porte pas de jugement moral. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Et donc, on est passé, si vous voulez, de l'idéologie du troisième petit cochon, principe de réalité. On travaille d'abord, on jouit après, à l'idéologie du premier petit cochon. Et donc, de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, moi je ne suis pas un senior, je suis un vieux, donc il n'y a pas de senior chez moi, j'ai 72 ans, donc j'ai largement passé les âges que vous évoquiez tout à l'heure. Eh bien, de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, le bonheur, c'était après. Pour les enfants, c'était après la classe. À l'école, on s'emmerdait comme des rats morts. C'était après, pour 90%, il y a toujours des barjots, mais pour les ouvriers, c'était après la retraite. Du coup, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la retraite est lié à ça. Pour les ouvriers, c'était après la retraite. Si ma vraie vie, c'est pas après la mort, mais c'est après mon travail, après la retraite, ne touche pas à ma retraite. C'était pour les ouvriers à la retraite. Pour les communistes, c'était après la Révolution. Et pour les catholiques, c'était après la mort. Je vais vite, mais c'est la réalité. On était tous dans des idéologies du bonheur différé. On travaillait d'abord. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on sorte de ces idéologies du bonheur différé, qu'on sorte du troisième petit cochon, si j'ose dire, pour adopter les vêtements du premier, qui va jouer tout de suite et qui se fait bouffer par le loup? Eh bien, c'est ça que je voudrais vous raconter, mais très brièvement. Les trois grandes idéologies sacrificielles en Europe, qui étaient des idéologies du bonheur différé, se sont effondrées. Elles ont été déconstruites. Et le mot déconstruction en philosophie a du sens. C'est Nietzsche qui l'invente, c'est Heidegger qui le reprend. Après, Derrida, qui est un épigone, va le populariser aux États-Unis. Mais le thème apparaît chez Nietzsche dans un aphorisme très, très beau, d'ailleurs, qui dit « Comment je philosophe avec un marteau ?» Et ce marteau, cette déconstruction, qui va caractériser aussi bien l'art moderne que la philosophie moderne, que même la théologie à certains égards, ce marteau de Nietzsche, il va fonctionner sur les trois grandes idéologies sacrificielles. Il y a le nationalisme, je le laisse de côté, mais le plus évident, je laisse de côté, ce serait trop long, je voudrais vous raconter l'histoire de l'offensive Nivelle en 1917, mais ça perdrait du temps. Mais enfin, le nationalisme s'est complètement effondré. Le nationalisme au sens où mon grand-père était prêt à donner sa vie, mais sans hésiter pour la nation. Aujourd'hui, je demande à voir. Et donc, l'offensive Nivelle, c'est intéressant parce que c'est 500 000 morts en 2 mois. 500 000 gamins qui meurent en 2 mois, en avril 1917. Il n'y a pas une famille, ni en Allemagne, ni en France, qui accepterait ça aujourd'hui. Autrement dit, Marine Le Pen, elle est peut-être nationaliste, mais pas au sens où l'était mon grand-père, et encore moins le général Nivelle. Mais les 2 grands effondrements en France, et je vous donne les chiffres parce que ça explique tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et là, ça paraît mégalomaniaque, mais c'est la réalité, notamment dans le monde du travail, mais pas seulement, encore une fois, dans la quête du bonheur, ici et maintenant. Communisme. En 1950, le communisme monte dans la plupart des élections jusqu'à 30% de l'électorat, 25% en tous les cas, à tous les coups. Aujourd'hui, il est à 2%. Donc évidemment, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Mais en tout cas, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles là-dedans. Mais il est évident que pour tous mes amis qui étaient communistes, maoïstes ou trotskistes en 1968, ils étaient tous. André Comte-Sponville était au PC, Alexandre Adler était au PC, tous mes copains. Bon, François Furet, Leroy Ladurie, tous les grands historiens, Annie Créel, mais tout le monde y était. Pierre Day, il n'y a pas. Et les autres, quand ils n'étaient pas au PC, comme Glucksmann ou comme BHL ou comme Foucault, ils étaient maoïstes. Et quand ils étaient un peu moins... Ils étaient trotskistes, voilà, comme le maire de Béziers, Ménard, qui était trotskiste. Bon. Et donc, ça fait marrer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés complètement de l'autre côté. Et donc, cet effondrement du Parti communiste, enfin de toutes les variétés de partis communistes, si je puis dire, trotskisme, maoïsme, communisme, et même l'anarchisme, eh bien, évidemment, ça donnait du sens à la vie, ça donnait du sens au sacrifice de soi, pour la cause, pour quelque chose qui était supra-individualiste. Et le beaucoup plus important, beaucoup plus grave, beaucoup plus profond, c'est l'effondrement du catholicisme en France. Et je vous donne les chiffres parce qu'ils sont fascinants et ils disent énormément de choses, notamment sur ce bouleversement du rapport au travail, du rapport au sacrifice, à la quête du bonheur ici et maintenant. En 1950, 95% des Français sont baptisés. Vous vous rendez compte ? 95%. C'est-à-dire à la quasi-totalité des communistes. On ne sait jamais, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Et donc, c'est Don Camillo et Pépone. Et donc, 95% des Français sont baptisés. Ils sont 30% aujourd'hui. Vous vous rendez compte d'un effondrement ?
Et il y a 45 000 prêtres diocésains en France. Ce qu'on appelle les prêtres diocésains, c'est les prêtres qui sont dans les églises et qui prêchent. Je ne parle pas des moines ou de ceux qui sont dans des monastères, mais, sans être moines, mais il y avait 45 000 prêtres diocésains, il en reste 4 500 aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? Voilà. Si vous ne croyez plus à la résurrection de Lazare, la résurrection de Lazare, dans l'évangile de Jean, c'est la bonne nouvelle. Vous savez qu'en grec, bonne nouvelle, ça se dit euangelia, ce qui a donné le mot évangile. Évangile, ça veut simplement dire bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire autre chose. Et la bonne nouvelle, évidemment, c'est le cœur du message. C'est ce qu'on appelle le message. Évangile, c'est-à-dire le message. Le bon message, ça veut dire en grec. Eh bien, c'est la résurrection des corps. Si vous ne croyez plus à la résurrection de Lazare, et au passage, vous ne pensez pas que la Vierge est vraiment vierge. Si vous ne croyez plus au dogme religieux, et en particulier à une deuxième vie après la mort, dans ce cas-là, mes amis, s'il n'y a pas de deuxième vie, s'il n'y a pas d'avenir radieux communiste après la Révolution, ou d'avenir radieux dans la lumière du Christ après la mort, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. Ce n'est pas après, parce qu'il n'y a pas d'après à Saint-Germain-des-Prés, comme dit la chanson. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, c'est maintenant que je veux être heureux. Parce que je n'ai pas de deuxième vie. Si je fous ma vie en l'air maintenant, il n'y a pas de session de rattrapage, il n'y a pas la session de septembre. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et du coup, je ne vais pas perdre ma vie pour la gagner. Si j'ai un VDM, vie de merde, vous connaissez le site, si j'ai une vie de merde, eh ben, je vais changer de vie, parce que la vraie vie est ailleurs. Hein, voilà. Et donc, c'est le slogan de 68, hein, la vraie vie est ailleurs, c'est là que ça commence. Et pendant la pandémie, on va se retrouver, souvenez-vous, c'était quand même très drôle. La pandémie, on va se retrouver en famille. Alors, bon, quand on a 180 mètres carrés et qu'on est dans le 6e arrondissement de Paris, ça va. Quand on a 30 mètres carrés et qu'on est dans le 9 cubes, c'est un peu plus compliqué. Mais 45% d'augmentation des violences familiales. Mais pour les gens pour qui ça allait bien, moi, j'adorais, parce que je voyage tout le temps, je prends l'avion ou le train tous les jours, j'étais fou de joie de rester avec mes filles, je faisais la cuisine, c'était hyper sympa, mais on s'est mis à réfléchir. Et les gens se sont mis à réfléchir sur le sens de la vie pendant la pandémie, on avait le temps. Vous vous souvenez qu'on se signait des attestations de sortie ? Oui. Quand même le truc le plus con qu'on ait inventé dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on pouvait raconter n'importe quoi. Tu vois, je sortais, moi j'ai pas de chien, mais alors je suis sorti promener mon chien, mais très très souvent. Et alors il y avait des blagues, il y avait un gars, il m'avait fait hurler de rire parce qu'il avait mis, moi c'est pas de bol, j'ai une tortue, ça fait 6 heures que je suis dans l'escalier, j'avais trouvé ça excellent. Mais on blaguait parce qu'on était dans une situation surréaliste. On avait ma mère qui a 98 ans me dit qu'elle avait jamais connu ça depuis la guerre. Enfin, pas les nazis n'étaient pas là, mais enfin c'était quelque chose de tout à fait surréaliste au sens propre du terme. Donc les gens se sont mis à réfléchir à leur vie, ils ont parlé dans les familles, ils se sont disputés, ce que vous voudrez, mais ça a tout changé évidemment. Et ils se sont dit encore une fois, je n'ai qu'une seule vie, je ne crois plus vraiment ni à Dieu, ni à diable, ni à l'avenir radieux communiste, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. Il y aurait tout à fait autre chose à vous raconter, mais ce serait trop long, sur les raisons pour lesquelles ces 3 grandes idéologies ont été déconstruites. Je vous le dis d'un mot, mais on pourrait faire un séminaire d'une année. Pourquoi le nationalisme, le communisme et le catholicisme se sont-ils effondrés dans la deuxième moitié du XXe siècle et surtout dans la première moitié du XXIe? Pourquoi? C'est pas Danny Cohn-Bendit, hein. Lui, il est macronien aujourd'hui, Ménard était au Front National, enfin, tous ces 68ards se sont reconvertis, c'est pas eux. Ce qui s'est passé, c'est le capitalisme schumpeterien qui est déconstructeur. Parce que le capitalisme, moi je suis un libéral, enfin je suis un gaulliste, donc libéral et républicain, mais je suis libéral en économie, et donc c'est pas parce qu'on est libéral qu'on est obligé d'être stupide, et je vois bien comment le capitalisme, c'est dire ce que dit Schumpeter, sa notion de destruction créatrice, le capitalisme ne vit que de l'innovation, parce que c'est l'innovation qui tire la croissance. Regardez l'histoire des smartphones, l'histoire des voitures, c'est l'innovation qui nous oblige à acheter, soit que les objets nouveaux nous tentent, soit qu'ils renvoient les anciens à la poubelle. Et donc, comment dire, la face d'ombre de l'innovation, c'est que évidemment, c'est aussi la rupture avec la tradition. C'est ce que l'art contemporain va mettre en scène. L'art contemporain n'est que ça, c'est que la mise en scène du capitalisme moderne. D'ailleurs, à la FIAC, il n'y a pas un ouvrier, il n'y a pas un paysan, il n'y a que des bourgeois, de gauche ou de droite. Si vous voulez, dans l'art contemporain, l'artiste est de gauche parce qu'il transgresse, mais l'acheteur est de droite.
Et donc, que ce soit Pinault ou Arnaud ou Carmignac, il n'y a que des milliardaires pour acheter un Jeff Koons. Du reste, aucun d'entre nous ne pourrait l'acheter vu le prix que ça coûte. Et donc, on a la mise en scène magnifique du capitalisme moderne. C'est l'art contemporain qui est un art de l'innovation et de la rupture permanente avec la tradition. Et c'est ça qui est l'essentiel du capitalisme moderne. C'est très positif dans le domaine de la médecine, c'est formidable, c'est génial. L'espérance de vie en 1900 était de 45 ans en France. Elle est de 80 ans aujourd'hui pour les hommes et 85 ans pour les femmes. C'est une très bonne nouvelle. Mais dans le domaine de l'éducation et du travail, c'est un sacré problème. Et donc on a là, c'est pas 68 qui a déconstruit les valeurs traditionnelles, c'est le capitalisme qui a déconstruit les valeurs sacrificielles, les valeurs traditionnelles, les valeurs de l'effort, du sacrifice. Et je vous donne la formule parce que pour moi c'est peut-être la plus importante de toutes pour comprendre ce qui se passe. Il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites pour que nous puissions entrer dans l'ère de l'hyperconsommation de masse. Pourquoi ? Rien ne freine autant la consommation que les valeurs traditionnelles. Sœur Emmanuelle était ma meilleure amie. Elle avait 2 robes, une pour la semaine et une pour le dimanche. Elle n'avait pas d'argent. Elle m'a dit, le vœu de pauvreté, ça a été le plus beau jour de ma vie. Je n'avais plus à me soucier d'argent. Mon arrière-grand-mère que j'ai bien connue, c'était pareil. Si elle voyait un grand centre commercial américain, elle trouverait ça dégoulinant de bêtises et d'obscénités. Il fallait que les valeurs traditionnelles, ce qu'on appelle la sublimation en psychanalyse, fussent déconstruites pour que nous puissions entrer, nous et surtout nos enfants et nos petits-enfants, dans l'ère de l'hyperconsommation. Et donc c'est le capitalisme qui est responsable, si je puis dire. Ça ne veut pas dire coupable, hein. Il y a plein de bonnes choses dedans. L'émancipation des femmes est liée à ça aussi. Il y a plein d'aspects positifs, évidemment. Elle est beaucoup plus libre aujourd'hui que dans les années 50 ou 30, a fortiori. Mais c'est ça qui s'est passé. Et évidemment, c'est ça qui explique le passage des idéologies du bonheur différé, idéologie sacrificielle, on se sacrifie d'abord, au bonheur ici et maintenant, et du coup, le rapport au travail a considérablement changé. J'aurais voulu vous parler, je dis un petit mot quand même, mais très très rapidement de ce qu'évoquait tout à l'heure. Je vous vois au fond de la classe, enfin au milieu de la classe, tout jeune mais avec des cheveux blancs déjà, et c'est pour ça que je vous vois. Et question de l'impact qu'aura sur le monde du travail ChatGPT, parce qu'on a le numéro 4, mais c'est rien à côté du 10 qui vient. Voilà. Le 4 n'est pas encore vraiment connecté au net, il est un petit peu connecté à la toile, mais très peu. Il y a un livre qui est sorti, rassurez-vous, je serai très bref, 3 minutes, mais c'est un point quand même très intéressant quand on réfléchit à l'histoire du travail. Le livre de Susskind, donc là aussi un universitaire américain, qui est sorti cette année, et qui s'appelle Un monde sans travail, et qui reprend un peu les thèses de Rifkin sur la fin du travail, mais qui les adapte à la 3e révolution industrielle. Moi, je dis 3e révolution industrielle, hein, je ne dis pas 4e, je suis en désaccord avec Schwab là-dessus, peu importe. 3e révolution industrielle, c'est celle de l'intelligence artificielle. Parce que les data et la robotique sans IA, c'est rien, c'est que dalle, vous ne pouvez rien en faire. C'est l'IA qui est le cœur de cette révolution industrielle. Donc c'est la 3e. Eh bien, ce qu'il dit, et c'est nouveau même par rapport à Rifkin, et qui est assez intéressant, il dit voilà, ce qui est nouveau dans cette intelligence artificielle générative, que ce soit DALL-E, Midjourney ou GPT-4, c'est que ça va attaquer non plus comme les révolutions industrielles précédentes des tâches manuelles et automatiques répétitives, mais ça va attaquer les tâches intellectuelles, ce qu'on n'avait jamais vu avant. Autrement dit, ça attaque le travail des experts comptables, des géomètres, alors des radiologues en médecine. Moi, j'ai beaucoup d'amis médecins qui me disent, mais ouais, enfin, pardon, bordel, ChatGPT est meilleur en diagnostic que n'importe lequel d'entre nous, notamment en radiologie. Et donc en dermatologie, même par exemple sur les cancers de la peau, il n'y a pas photo. Watson est 1000 fois meilleur qu'un dermatologue ou un oncologue, parce qu'il a une base de données qui est incomparablement, enfin qui est des milliards de fois supérieure à celle d'un cerveau humain. Donc c'est pas difficile à comprendre. Mais du coup, ce qu'il dit Susskind, qui est intéressant, c'est que le ChatGPT, enfin les LLM, comme on les appelle, les Large Language Models, cette intelligence générative qui passe très facilement le test de Turing. On a l'impression de parler avec un être humain. Bon. Vous avez vu qu'elle a passé l'épreuve de physique au concours de Polytechnique en 6 secondes.
Aucun d'entre nous n'est capable de le faire. Je lui ai fait passer, parce que moi j'ai fait une licence de psycho quand j'étais sûr de jamais avoir la grecque de philo, puis finalement je l'ai eu. Je lui ai fait passer Louis Le Wechsler, qui est un des meilleurs tests, enfin un des plus utilisés encore aujourd'hui dans les tests de QI. Il a 155 de QI. J'ai confirmé d'ailleurs ce qu'avait fait un psychologue finlandais. Et c'est assez marrant parce que dans les tests d'intelligence, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est les phrases qui sont les tests de bon sens. Il y en a une que j'adore. Le boulanger perd sur chaque petit pain, mais il se rattrape sur la quantité. Celle-là, je la trouve excellente. Elle me fait beaucoup rire. En 4 secondes, il me donne la réponse. Il dit c'est une mauvaise compréhension du fonctionnement des entreprises. Si il perd sur chaque petit pain, plus il en vend, plus il perdra, il va faire faillite. Parfait, génial. Alors que 50% des Français ne sont pas capables de répondre de voir quelle est la bêtise qu'il y a dans la phrase. Je vous dis simplement ceci, puis je m'arrête là. Je pense que la thèse de Susskind est intéressante, il faut y réfléchir dans le monde du travail, surtout dans le monde de l'école, parce qu'il va falloir former nos enfants tout à fait différemment. ChatGPT, c'est une révolution probablement la plus importante de l'histoire de l'humanité, et notamment dans le domaine de l'éducation. Il faut qu'on oriente nos enfants tout à fait différemment d'aujourd'hui, et qu'on les prépare tout à fait différemment d'aujourd'hui en tenant compte de cette IA. Il faut qu'ils ne soient pas victimes de l'IA, il faut qu'ils soient complémentaires de l'IA. Mais j'ajoute ceci, et je termine avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette thèse de Susskind. Je pense qu'on confond deux choses. On confond les tâches et les métiers. Ce n'est pas la même chose. Très souvent, je lis 60% des métiers auront disparu dans 40 ans, mais ce n'est pas vrai. C'est une connerie. La vérité, c'est que 95% des tâches vont être impactées, mais très peu de métiers seront impactés. Et je vous donne un exemple, et puis encore une fois, je m'arrête là, c'est premier juré craché. Quand j'arrive au ministère en 2002, à l'Éduc, on n'a pas encore le haut débit. Donc il y a un gars très sympa, il s'appelait Slimane, qui installe, d'ailleurs son nom me revient, il installe l'ordinateur sur la table. Et puis à l'époque, non, vous êtes trop jeune, la plupart d'entre vous pourront en souvenir, mais les pages sur Google, ça apparaît ligne à ligne. Tu vois, tu mets un quart d'heure pour avoir. Mon copain Joël de René me dit c'est génial, on va pouvoir commander les billets d'avion sur le. Je lui dis mais attends, tu déconnes, ça met une demi-heure, c'est délirant ce truc. Et puis dès qu'on ne voyait pas du tout. Vous vous souvenez du couinement du modem? Pire que Bayrou quittant le ministère, si tu veux. Et donc, on a... Oui, c'est méchant, mais c'est drôle. Et donc, ça me fait... Non, c'est le parrain d'une de mes filles, mais bon, il a mal tourné. Mais... Non, on a le droit de rire aussi. Bon. Et donc, il m'installe ça, et on ne sait pas à quoi ça va. Et puis, dès qu'on va avoir le haut débit, évidemment, ça va intégralement changer la donne. Et donc, à l'époque, j'avais 4 ministères, puisque j'avais l'éducation nationale, j'avais la recherche, j'avais le SUP et la jeunesse. Il y avait une dizaine de répertoires qui se baladaient dans les ministères. Et je demande à une de mes secrétaires d'avoir la gentillesse de me rassembler ça. À l'époque, on n'avait pas de scanner, on n'avait pas Excel, on n'avait rien. Et donc, elle a mis 10 jours, la pauvre. J'ai dit, vraiment, c'est super gentil à vous. Voilà. Aujourd'hui, elle travaille avec moi toute la journée. Tu la connais, c'est Dominique Fillon. Elle a créé sa boîte. Je l'ai upgradée pour parler comme il ne faut surtout pas parler comme ça en parlant d'être humain. Mais elle fait des choses 1 milliard de fois plus intéressantes pour elle et pour moi. Le métier n'a pas disparu. La tâche a totalement disparu. C'est-à-dire qu'elle ne mettrait pas 10 jours aujourd'hui, elle mettrait 4 heures. Et encore. Et donc, je pense qu'on confond les métiers et les tâches et qu'énormément de tâches vont être impactées très, très, très fortement par ChatGPT, et surtout que c'est un bébé rose, il a 4 ans, c'est que dalle. Il n'a même pas 4 ans d'ailleurs, parce que le Transformer, ça apparaît, c'est pas immédiatement l'IA générative. Et donc on a une IA qui va se développer. Moi, je ne crois pas du tout qu'on va vers l'IA forte, mais c'est un grand débat. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va impacter énormément de tâches, mais je pense que les métiers seront appelés à être grandis. Je ne veux pas dire upgradés, mais à être grandis, à être plus intéressants. Mais ça supposera aussi une formation meilleure. Et donc, je pense que c'est plutôt vers ça qu'on va, plutôt que vers la fin du travail. Voilà. Et vraiment, du coup, ce qu'on a évoqué, les métiers RH, enfin, il y aura une très grande responsabilité parce que tout l'enjeu de ce que je viens de vous dire, et il y a par exemple les travaux de Claudia Sénic sont très intéressants là-dessus, sur le bien-être au travail et sur la loi Warsmann, sur le télétravail. Il faut absolument qu'on donne le sentiment, mais ce n'est pas de la com merdique, il faut que ce soit vrai. Il faut qu'on donne le sentiment réel
virtuel que la vraie vie peut être dans l'entreprise, peut être dans le travail. C'est ça l'enjeu. Autrement dit, aménagement des horaires, plus de responsabilités, management par le sens, aussi évidemment RSE, etc., etc. Mais ça, vous le savez aussi bien que moi ou mieux que moi, donc je ne voulais pas développer ça, mais plutôt expliquer les causes profondes de ce passage, encore une fois, des idéologies du bonheur différé aux idéologies du bonheur ici et maintenant. Et je pense que c'est ça qui change absolument tout. Entre parenthèses et dernier mot, c'est ça qui fait que les métaverses vont marcher génialement. Contrairement à ce que les gens croient aujourd'hui, Horizon World de Zuckerberg, ça va marcher génialement. Pourquoi ? Decentraland, Roblox, tout ça marche déjà très bien. En vérité, Sandbox aussi. Pourquoi ? Le premier métaverse s'appelait Second Life. Pas pour rien. Si j'ai une VDM, je ne vais pas reprendre les grossièretés, enfin si une vie de merde pour qu'on se comprenne, ben, si mon avatar peut... Voilà, je suis vieux et moche, j'ai un avatar qui est jeune et joli, bon, je ne vais pas développer ça, mais enfin, ce n'est pas de la réalité virtuelle, c'est de la réalité semi-virtuelle. Je vais me construire une deuxième vie qui sera génialement réussie dans le métaverse. Et ce sera très dangereux parce que ce sera extrêmement addictif. Nos enfants sont 1h40 par jour sur TikTok en moyenne. Là, ils vont être 3 heures dans des métaverses où ils auront des vies grandioses, mais qui ne seront pas des vies réelles. Regardez Ready Player One, le film de Spielberg, qui est génial. Et donc, qui donne une vraie idée de ce que seront les métaverses. Ça va évidemment marcher à cause de ça, parce que la quête du bonheur ici et maintenant, le métaverse sera un moyen d'y arriver. Et ça, c'est extrêmement dangereux à mes yeux. Dieu sait que j'aime le monde moderne. Je ne suis pas ni Onfray ni Finkielkraut, qui sont des amis, mais qui pensent qu'on est en déclin, en décadence. Je ne passe pas du tout ça. Mais pour le coup, cette érosion des idéologies sacrificielles et cette explosion des métaverses, ça m'inquiète quand même à un moment où ce qui se passe en Ukraine et ce qui s'agrège autour de la Russie, c'est en gros toutes les dictatures du monde, il se plie en Dieu de rire en nous voyant, nous, Européens, nous effondrer dans la quête du bonheur, psychologie positive, développement personnel, âge continu, alors qu'eux, ils sont dans la guerre. Et quand vous allez en Chine, j'y vais très souvent, l'idée qu'une entreprise ne travaille pas le dimanche, ils disent « chic, tant mieux, bravo », et ça les fait plier de rire. Et donc, il faut quand même qu'on comprenne que face au monde qui vient et qui s'agrège aujourd'hui autour de la Russie, on est, je dirais pas en décadence, je crois pas ça, mais il faut qu'on ait un sursaut par rapport aux questions que je viens d'évoquer. Beaucoup trop vite et trop longtemps, merci à vous. Merci beaucoup à Luc Ferry. Merci.